Bonjour à tous, je suis donc Maxence Compagna, je suis MCUPH de MPR au CHU de Limoges. Et donc je vais vous présenter les recommandations de l'OMS sur l'activité physique, donc les recommandations de 2022. Et puis donc quelle réalité pour les personnes en situation de handicap. Alors je ferai plus un focus sur ma thématique de recherche qui est donc le patient AVC. Donc on rentre directement dans le dur. Donc voilà les recommandations de l'OMS 2022. La grande nouveauté, c'est que c'est quand même 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par semaine. Donc on avait tous en tête 150 minutes d'activité physique. Là, ils ont doublé, donc à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée ou 150 minutes d'activité physique d'intensité vigoureuse. Donc voilà. Donc déjà, ça met un peu les choses en perspective. C'est-à-dire quand on va aller voir nos patients, on va falloir être beaucoup plus exigeant. Alors après, les modalités d'activité physique sont les mêmes. C'est 3 fois par semaine, des séances de 20 à 30 minutes, associant donc différents types d'exercices, du renforcement, de l'équilibre, des activités aérobies. Voilà, les modalités ne changent pas trop, mais simplement c'est le volume qui augmente nettement. Et donc, aussi, si on regarde un peu par rapport aux autres populations, ils ne font pas d'adaptation par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc aussi, là, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors quand on regarde d'un peu plus près comment sont construites ces recommandations, donc il l'évoque dans le document de l'OMS. Donc c'est essentiellement des niveaux de preuve basés sur des rapports d'experts, donc américains, australiens et canadiens. Malheureusement, il n'y a pas les Français dedans, malgré un beau rapport de l'INSERM d'il y a quelques années. Donc je vais aborder rapidement en fait, le niveau de preuve. Et puis donc un peu détailler les différentes études et les grandes lignes en fait, du rapport américain. Je vous inviterai vraiment à le regarder, il est extrêmement complet. Moi je l'ai potassé en long, en travers plusieurs fois, il y a vraiment énormément de données dedans. Donc les grandes notions en termes d'activité physique, bon, c'est des rappels un peu généraux, mais voilà, donc ce qui est ultra important, c'est le volume. Donc, c'est les fameux 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Donc le volume, je vous rappelle, c'est la durée par la fréquence par l'intensité. Et donc ce que disent les recommandations, donc c'est une demi-heure 5 fois par semaine. Et l'intensité, donc l'intensité modérée, donc c'est au moins 6 mètres. Ce qui fait, donc vous retrouverez souvent dans les études, donc c'est 15 mètres heure. Okay, donc là, c'est quand on intègre à la fois la durée, la fréquence et l'intensité. Et donc c'est 15 mètres heure quand on se met à 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée. Bien sûr, si on se met à 300 minutes, c'est 30 mètres heure. Et si on met d'intensité plus élevée, vigoureuse, on multiplie à chaque fois. Mais voilà, le minimum du minimum, on va dire que c'est 15 mètres heure par semaine. Et je vous mets en bas donc un tableau en fait, qui évoque les mètres en fonction des différentes activités. Vous pouvez retrouver ça pour plein d'activités, dans le compendium d'activités physiques qui est disponible donc sur Internet, qui fait état des différentes mètres à partir de la littérature, de différents mètres pour les différentes activités. Il y a plus de 500 ou 700 activités physiques qui sont listées dans ce compendium d'activités physiques. Donc bien sûr, ça va poser question pour nos personnes en situation de handicap, parce que tous ces mètres-là, toutes ces valeurs de mètres, elles sont déterminées, définies sur des patients, enfin sur des sujets sains. Et vous allez voir que quand on va parler de séquelles motrices, comme on l'a évoqué hier, bien sûr, le coût énergétique ne va pas du tout être le même. Donc on va l'aborder, et c'est mathématiques de recherche. Donc ce sera des petites slides vraiment générales, mais bien sûr, on pourra en discuter plus tard. Donc le volume, très bien, mais bien sûr, c'est comme un médicament, c'est-à-dire en fonction de la dose qu'on donne, on attend une certaine réponse, et donc c'est ce qu'on appelle l'effet dose-réponse. Donc pour un volume d'activité donné, il va y avoir des effets qui vont être différents. Et en termes d'activité physique, plus on en fait, meilleur c'est. Alors après, on peut nuancer un peu les choses, c'est-à-dire que
je ne sais pas si vous voyez, ça ne marche pas. En fait, vous voyez, donc, le graphique là, de droite, dès qu'on en fait un petit peu, tout de suite, on diminue la mortalité. Donc, en ordonnée, c'est la mortalité, toutes causes confondues. Dès qu'on en fait un petit peu, on gagne 20% de mortalité. Okay, donc ça aussi, c'est un message qu'on peut donner à nos patients. Hein. Même si vous ne faites pas les recommandations, même si vous n'atteignez pas vos objectifs de l'OMS, vous avez quand même, dès que vous en faites un petit peu, une amélioration sur votre santé. Okay, et la cible, elle est ici, donc 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Vous voyez, on se retrouve ici, on a quand même près de 30% d'amélioration sur la mortalité par rapport à des patients qui sont des personnes qui sont inactives. Et là où on nuance aussi, on peut nuancer un peu le fait sur plus on en fait, meilleur c'est. Vous voyez, hein, on a une sorte d'effet plancher hein, pour ce type pour le volume d'activité physique. On voit à partir d'un certain moment, on a tendance à plafonner. Et puis, on voit que ça a tendance à augmenter un peu sur la fin, mais parce que peut-être qu'on s'expose à plus de morts subites, notamment sur les sportifs à très très haute intensité. Une autre notion qui est très très intéressante, c'est, bien sûr, on parle d'activité physique, mais il faut ne pas oublier la sédentarité. Et donc là, ce graphique, là, qui est issu du rapport américain, on voit que moins on fait d'activité physique et plus on est sédentaire. Là, c'est la durée, vous voyez, en étant assis au cours de la journée. Vous voyez, 9 heures assis au cours de la journée, si on ne fait pas beaucoup d'activité physique, on a quand même une très forte majoration de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Et bien sûr, plus on fait d'activité physique, plus la sédentarité, l'effet de la sédentarité va être moins important. Okay, là aussi, hein, pareil, hein, c'est des choses, ces grandes notions qu'il faut expliquer aux patients, mais je pense que tout ça, vous l'avez bien en tête. Alors, on va revenir un peu à notre population cible. Alors, moi, je travaille beaucoup sur les personnes qui ont des séquelles d'AVC. Donc, voilà, bien sûr, pourquoi hein, parce que c'est quand même une population extrêmement prévalente, avec une pathologie qui entraîne donc un handicap sévère très important, avec des déficiences qui persistent chez plus de la moitié des patients, avec de grosses limitations d'activité, des restrictions de participation, donc plus d'un tiers des patients rapportent des restrictions de participation. Et ils ont beaucoup de comorbidités hein, cardiaques, bien sûr c'est des patients qui sont vasculaires, avec 20 à 40% de patients qui ont une insuffisance coronarienne silencieuse. Donc ça peut poser question quand on va les inciter à faire des activités physiques d'intensité vigoureuse. Alors ils ont des particularités bien sûr psychosociales, hein, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont... C'est une pathologie qui est source de dépression, 40% à 1 an. Hein, ça, c'est des travaux c'est des éléments qui sont retrouvés dans la littérature. Patients qui rapportent une grande fatigue, hein, jusqu'à 92% en fonction des études, qui ont peur de la chute, qui manquent de motivation quand on leur demande de faire de l'activité physique, et puis bien sûr qui ont des obstacles financiers, matériels, directement liés avec leur pathologie. Donc, ils ne sont plus en activité professionnelle, bien sûr, ils ne peuvent plus prendre la voiture. Donc tout ça, ça va rentrer en compte quand on va leur demander de faire de l'activité physique. Et puis, donc, c'est des personnes qui sont très inactives et très sédentaires. On a peu d'études, surtout des études avec de l'accélérométrie, donc on pourra aussi en discuter sur la qualité des enregistrements. Mais voilà, donc 80% du temps au métabolisme de repos, donc en termes de sédentarité, c'est quand même très très élevé. Et il y en a quand même très très peu qui obéissent donc aux recommandations d'activité physique. Donc si bien qu'ils ont un très grand risque de faire une récidive d'AVC. Et donc, le taux de récidive à 5 ans, et c'est Damoun qui l'avait mis en évidence, donc c'est quand même 24% chez les femmes, 42% chez les hommes, et 20% vont en décéder malheureusement. Donc vous voyez, ça pose... donc c'est vraiment une population qu'on a vraiment envie d'aller essayer d'inciter à faire de l'activité physique pour essayer de réduire tous ces éléments extrêmement péjoratifs. Donc les barrières d'activité physique, donc Madame Kern en a parlé hier, hein. En fonction des pays, donc c'est moi qui ai fait, donc qui ai rapporté ça, mais on retrouve des études en fonction des pays avec des barrières à l'activité physique qui sont assez communes,
qu'on connaît tous. Hein. Bien sûr, il y a la fatigue, le manque d'énergie, le syndrome dépressif, la peur de la chute, des difficultés pour se rendre sur des lieux où on peut faire de l'activité physique. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qu'il faut bien sûr prendre en compte quand on va les inciter à faire de l'activité physique. On a quand même très envie de leur faire de l'activité physique parce que c'est extrêmement bénéfique pour eux. Donc, malheureusement, on n'a pas réussi à mettre en évidence comme quoi ça diminuait le risque de décès en prévention secondaire. Donc là, on est quand même très très frustré par rapport à ça. Ni sur le risque de récidive. Donc probablement qu'on manque un peu d'études longitudinales bien construites pour le mettre en évidence. Par contre, il y a des effets extrêmement importants sur l'autonomie, la mobilité, la qualité de vie. Et donc c'est quand même des éléments qui sont très intéressants pour nos patients. L'autre élément important, ce que mettait en évidence Saunders dans la revue Cochrane, c'est qu'il n'y a pas de majoration d'événements graves. Quand on leur demande de faire de l'activité physique, donc il n'y a pas plus de morts subites, pas plus d'événements coronariens donc, dans les groupes qui bénéficient de l'intervention. Et c'est quand même très bien toléré, donc il y a peu d'abandon au cours des programmes. Le problème, donc on l'a dit aussi hier, c'est dès qu'ils arrêtent les programmes, malheureusement, souvent, il y a leur niveau d'activité physique qui va tendance à redevenir tel qu'il était avant. Donc on n'a pas d'effet sur le long terme, on n'arrive pas à modifier leur niveau d'activité physique sur le long terme. Et donc c'est là où il va falloir essayer de trouver des leviers pour essayer de modifier leur mode de vie, pour essayer vraiment d'incruster cette notion d'activité physique, de participation à l'activité physique dans leur mode de vie. Alors après, on peut se poser des questions. Très bien, on sait leur faire de l'activité physique en programme. Comment est-ce qu'il faut faire pour qu'ils intègrent ça en fait, dans leur mode de vie? Et une des questions que je me pose, c'est est-ce qu'en fait, les préconisations qu'on leur fait, donc, dans leur vie quotidienne, en consultation, quand on leur dit qu'il faut que vous fassiez 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée, ils nous regardent un peu avec des gros yeux, ils se disent ouais, ça correspond à quoi, qu'est-ce que c'est une intensité modérée, 300 minutes de quoi, etc. Donc on est toujours un peu limité. Donc il faut leur donner des exemples concrets. Et puis aussi, ce qui est difficile, c'est la notion d'intensité chez ces patients-là. Donc on va le voir, c'est des patients, c'est des personnes qui sont extrêmement déconditionnées. Donc leur VO2 pique, parce que le VO2 max, on n'arrive jamais réellement à l'avoir, mais le VO2 pique, vous voyez, il est entre 8 et 22, donc millilitres par kilo. Si on rapporte ça en mètres, donc vous divisez par 3, vous voyez, donc en gros, chez les meilleurs, les moins déconditionnés, quand on est à 7 mètres, on est au max. Donc 7 mètres, tout de suite, quand vous allez demander de leur faire des activités physique d'intensité élevée, vous allez tout de suite être au max de ces patients. Donc, ce qui explique aussi que si vous leur demandez, enfin moi si je vais courir avec un champion du monde de course à pied, il va me mettre à fond, je vais tenir 10 minutes, et puis je ne vais pas retourner courir le lendemain avec lui. Vous voyez, donc il faut essayer de remettre ça en perspective. Donc ça représente, voilà, ils sont extrêmement déconditionnés, c'est quand même moitié moins que les sujets du même âge sans séquelles. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante à avoir en tête quand on va leur préconiser des activités physiques. L'autre caractéristique de ces patients, c'est qu'ils sont extrêmement hétérogènes en termes de dépenses énergétiques, notamment pour la marche. C'est plus mathématique de recherche, mais vous voyez, il y a des patients qui vont avoir un coût énergétique qui va être 10 fois supérieur par rapport à un autre patient pour une même pathologie. Donc il va falloir adapter de manière individuelle nos préconisations aux spécificités du patient. Et comment on fait? Là, c'est là que ça pose question. Alors j'enfonce le clou encore, on a montré que le compendium d'activité physique que je vous mettais au tout début, là où on voit les valeurs de mètres en fonction des activités physiques, on a montré en fait que ce compendium il n'était pas adapté pour ces personnes avec séquelles d'AVC. Donc par exemple pour la marche, là où les sujets sains vont dépenser 2 mètres par minute, donc 2 mètres pour marcher sur un... Comment ?
Il reste 1 minute. 1 minute, ok. J'ai quasiment fini. Donc 2 mètres. Vous voyez, nos patients AVC sont à 4 mètres, donc 2 fois en moyenne ce que dépense un sujet sain. Et puis après, l'autre élément, c'est que est-ce que nos outils de mesure de l'activité physique est bien adaptés à ces personnes? Donc on a publié donc, dans un bon journal, donc on a évalué en fait, ces différents capteurs. Donc lactical, lactigraphe, tous des capteurs qui sont quand même assez bien connus. Et on a comparé ça par rapport donc, au Metamax, donc, qui nous servait de méthode de référence pour enregistrer la dépense énergétique. On leur a fait faire différentes activités physiques donc, écologiques, hein, c'est ce qu'ils font de manière courante dans leur vie quotidienne. Et puis on s'est rendu compte en fait que ces capteurs ils sous-estimaient énormément la dépense énergétique. Ici c'est le Metamax. Et donc là, on voit à chaque fois donc, il y a un énorme gap par rapport à notre méthode de référence. Donc, vous voyez, donc, ces outils-là, alors on dit qu'ils sont des sédentaires, qu'ils sont inactifs, etc., etc. Mais déjà, nos outils, en fait, ils ne nous donnent pas la bonne valeur. Donc ça pose question aussi. Et donc le message, hein, c'est surtout d'adapter les intensités. Hein. Donc si on veut améliorer nos préconisations, donc, bien sûr, il faut déjà mieux connaître les intensités, mieux connaître le VO2 pic, donc le Metmax capable de supporter le patient. Puis il faut améliorer la performance de nos outils. Si c'est trop élevé, le patient va être épuisé, donc il va abandonner l'activité physique. Donc du coup, là, il va avoir une mauvaise expérience. Et donc après, pour l'inciter à refaire l'activité physique, c'est encore plus compliqué. Donc grosso modo, c'est un peu caricatural, mais voilà, une intensité légère pour un sujet sain, c'est une intensité modérée pour un patient AVC. Vous voyez, il y a toujours un gap de ce niveau-là par rapport aux personnes avec séquelles d'AVC. Et nous, ce qu'on essaie de faire donc, au CHU de Limoges, c'est qu'on fait des préconisations d'activité physique basées sur leur coût énergétique. Donc on connaît leur coût énergétique et puis on leur dit il faut que vous fassiez telle distance de marche. Ça tombe bien, la marche pour ces patients-là, c'est une intensité modérée. Donc on est pile poil dans les clous des recommandations de l'OMS. Et donc vous voyez, donc en fonction du coût énergétique, ça c'est les objectifs de distance par semaine, mais ça ne va pas du tout être le même en fonction du coût énergétique. Donc ça nous permet vraiment d'adapter nos préconisations en fonction des caractéristiques du patient. Et donc on va développer un PHRC. Donc peut-être que je vous contacterai. En tout cas, venez me voir si vous voulez participer à ce travail, donc pour voir si on arrive à mieux faire participer nos patients avec des meilleurs effets sur la qualité de vie, la participation sociale et le niveau d'activité physique. Je vous remercie. Du coup, on a un petit peu dépassé le temps. On va peut-être prendre juste une question, mais on est déjà en retard. S'il y a une question. Pas trop longue, hein, Didier. Non. Je reviens sur la dernière leçon, parce qu'il y a des trucs sur la dépense énergétique. Et peut-être que pour inciter en tout cas à l'activité physique, il peut être plus intéressant en fait, de faire des propositions sur le coût de la tâche, tel que tu l'as proposé là, pour que ce soit beaucoup plus concret. Et dans ce cas-là, faire un catalogue. Il y a la distance en fait, cumulée qui est visée, mais aussi savoir quand on a une activité de la vie quotidienne, faire du ménage ou autre quoi que ce soit, il y a l'unité de la dépense énergétique, mais peut-être que le coût de réaliser cette tâche en fait, serait une autre unité de mesure qui serait peut-être plus intéressante pour inciter en tout cas à cette dépense énergétique. Et puis après, sur les discussions qu'on avait déjà eues, peut-être qu'on attend en fait de l'accélérométrie une relation pour la dépense énergétique, mais l'accélérométrie en fait, c'est peut-être pas la bonne unité de mesure où il faut la prendre en fait dans son traitement de signal et pas en fait attendre cette relation physiologique. Oui, entièrement d'accord. Il y a plein de travaux qu'on pourrait faire ensemble. J'ai beaucoup de données d'accélérométrie où justement j'essaie de recaler les intensités et les types d'activités physiques en fonction de ces données d'accélérométrie. Et tout de suite, on améliore nettement la performance de l'accéléromètre pour donner à la fois l'intensité, la dépense énergétique pour ces patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup.